Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On continue dans le système de, comment il dit, Dolores, de trompe-l'œil. De trompe-l'œil qui permet de faire croire qu'il y a des détails sur des objets comme ici, un simple disque, et on a l'impression qu'il est déformé, mais non, si on le regarde à plat, il est plat. Et là on a l'impression qu'il a des déformations, et on le voit d'autant mieux si je déplace la lumière. Ça nous donne l'impression qu'il y a des bosses. Donc on utilise une image en niveau de gris que l'on applique sur nos objets, et puis le niveau de gris médian fait que les faces normales ici elles restent à leur place, enfin les pixels quand on fait le rendu, chacun des points, pas les points qui sont à l'intersection des côtés ici, mais n'importe quel point que je souhaite voir dans mon image va être élevé ou abaissé avec des niveaux de noir, gris il reste au milieu et blanc il monte. Et puis à travers le matériau, dans l'éditeur, on peut indiquer la quantité de l'effet. Voilà, et on peut l'inverser. Alors, encore une fois, et ça je suis désolé, excusez-moi de le répéter à nouveau, mais ça s'applique pas directement aux faces, ça s'applique à tous les points virtuels, aux surfaces qui sont dans les faces. Pour chacun des points que l'on va vouloir afficher, que l'objet soit loin ou que l'objet soit près, pour chacun des points qui vont être affichés, un point par exemple ici au milieu, un point là, l'algorithme va regarder, il va dire attends, ce point il est surélevé par rapport aux autres ou pas? Ah oui, ok, il est surélevé comment par rapport à ceux qui sont à côté? Ah ok, ça fait une bosse. Donc en fait la normale, encore une fois la normale c'est la perpendiculaire à une face. Cette perpendiculaire, si on est sur une bosse, peut-être que ce côté de la bosse est penché comme ça, donc la perpendiculaire elle est comme ça. Donc si on garde le truc à plat, mais qu'on fait croire en modifiant le vecteur de normal que ce vecteur est incliné d'un côté ou de l'autre, on fait croire que ce point-là de notre objet, il est incliné. Et quand je dis ce point, je ne parle pas des points tels qu'on les voit ici, puisque si je diminue la résolution de mon disque ici, vous voyez, j'ai beau avoir beaucoup de polygones ou très peu, ça ne change rien au rendu. Ce point qui se trouve ici, il est déformé par cet effet de bump qui va changer sa normale et qui va modifier la façon dont il reçoit et réémet la lumière. Ah, j'ai coupé ma caméra trop tôt. Alors, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo dans laquelle je parle du bump mapping, c'est-à-dire que quand vous créez un matériau, vous avez un canal qui s'appelle bump. Dans tous les moteurs de rendu, vous avez ça. Ça, c'est un petit peu un ancêtre du bump. Enfin, du bump, des déformations, mais ça continue à être super efficace. C'est vraiment un algorithme très efficace qui va très vite. Ici, dans le preview, il donne des résultats qui sont pas super top, mais attendez, parce que je dois être sous Octane, mais je vais modifier mon moteur de rendu. Voilà, je vais le mettre en standard. Si je fais un rendu, vous voyez il y a un petit grain, mais c'est assez beau, quoi. Ça reste cool. Pour faire des petits détails, pour donner des micro-déformations, donner l'impression qu'il y a du grain, du bruit, etc. C'est vraiment super bien utilisé quand c'est des petits détails dans des coins, enfin même sur des surfaces plus larges, mais que les détails soient petits. Parce que le problème, c'est que ces déformations, elles vont pas déformer le bord de notre objet. Comme vous le voyez, là j'ai un disque, mais quand je fais le rendu ici, vous voyez, on voit les côtés du disque. Ça, c'est autre chose. C'est la définition elle-même, la définition en termes de polygones du disque qui fait ça. Donc si j'ai besoin de plus de précision, j'augmente le nombre de côtés. Et là, j'ai un rendu qui est déjà bien mieux. Et si je m'éloigne, suivant la définition, voilà, on aura un disque bien rond ou pas. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le bump, pour chaque point de la surface, chaque pixel qui doit être calculé dans la surface, je ne parle pas des points, en mode point, là, je ne parle pas des vertex. Alors pour chaque point qui se trouve au milieu d'une surface, par exemple un point ici, quand ça passe par le shader
qui permet d'attribuer donc un matériau et de donner de la brillance, de la couleur, etc. Il y a un moment où il dit, hey, il y a du bump. Ah oui, ok. Quelle élévation? Tant. Le point à côté, il est élevé de tant. Le point à côté est élevé de tant. Donc, il y a une pente, éventuellement. Donc, ce point-là que j'essaye de calculer, de mettre à l'image sous forme de pixels avec une couleur, et une quantité de lumière, il est incliné comme ci ou comme ça par rapport à sa normale, à chaque fois. Donc, on peut s'amuser à faire croire que les points sont inclinés, mais ils ne le sont pas. Et le problème du bump, c'est qu'il doit faire ce travail à chaque fois, c'est-à-dire que même s'il connaît l'élévation, la fausse élévation, l'élévation virtuelle à travers le bump mapping, l'image qui sert d'élévation, même s'il connaît l'élévation virtuelle d'un point, il ne peut connaître son inclinaison, c'est-à-dire sa normale, que par rapport aux autres points. Donc, si vous avez sur une pente là, si vous avez 3 points, un là, un là et un là, s'il s'occupe de ce point-là, alors qu'en fait, les faces, elles sont là. Mais le bump mapping dit, non, les faces, elles sont là. S'il s'occupe du point qui se trouve là au milieu, il ne pourra l'orienter correctement que s'il connaît les points qui sont adjacents, les points qui sont à côté. Parce que si, en fait, attendez, je vais faire ça. S'il s'occupe de ce point-là, il faut qu'il connaisse le point qui est là, qui lui a une normale qui est comme ça, l'autre qui a une normale qui est à l'intérieur, et donc lui, il a une normale qui est verticale. Si on prend un plan incliné, il a une normale qui est comme ça, parce que ce point-là est comme ça, et celui-ci est comme ça. Voilà. Et éventuellement, si c'est légèrement courbe, ben, il fait une moyenne entre les deux, et la normale pour chacun des points qu'il va calculer. Si on a une courbe, la normale, elle va à chaque fois changer. Mais faire tout ce travail de comparer par rapport aux autres points à côté, c'est du boulot. Et c'est du boulot que l'on peut s'épargner. Parce que, je le répète, le moteur de rendu, lui, il a besoin, ou le moteur de prévisualisation dans le viewport, il a besoin de connaître uniquement la normale du pixel qu'il est en train de calculer. La normale, et après il va faire un calcul entre la position des lumières et la position de la caméra pour déterminer quel est l'éclairage de ce point. Alors, maintenant, imaginez un système qui permet directement de connaître l'orientation du vecteur de normale d'un point d'une surface. Quand je dis un point, encore une fois, c'est pas un point polygonal, c'est n'importe quel point visible ici. Si je diminue là, voilà, ce point là. Imaginez que, au lieu d'avoir à le calculer à partir du bump et le comparer aux points qui sont à côté pour trouver la moyenne et connaître le vecteur tangentiel à cet endroit-là, imaginez que je puisse directement lui donner le vecteur. Eh bien, figurez-vous qu'on peut le faire avec ce qu'on appelle le normal mapping. Le normal mapping va nous permettre d'utiliser une image en RGB, c'est important, rouge, vert, bleu. Et cette image va contenir, en fait, au lieu d'une quantité de couleurs, par exemple, quand on fait des images sous Photoshop ou quoi, quand on règle les couleurs en RGB, excusez-moi, parfois je vais dire RGB, parfois je vais dire RVB, mais bon, c'est le même ordre, red, green, blue, rouge, vert, bleu, peu importe. Imaginez qu'on stocke dans une image des points de couleur, comme on a ici des points qui eux sont pas en couleur, ils sont en noir et blanc. D'ailleurs, pour bien vous le montrer, je vais désactiver le bump, et dans le canal de couleur, je vais charger l'image que j'utilisais là pour le bump, qui est celle-ci. Hop, voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas d'effet de brillance, d'ombre et tout. On voit bien, enfin on voit mieux en tout cas, que c'est une simple image appliquée. Eh bien, imaginez qu'on utilise une image comme ça, mais au lieu ici d'avoir le blanc qui détermine une élévation, et puis des dégradés qui déterminent une désélévation, c'est-à-dire que quand on est dans le gris, on est plat, puis après si ça devient blanc, ben, ça fait une bosse, et quand on arrive dans le noir, ça fait un creux. Imaginez qu'on ait directement une image dans laquelle pour chacune des couleurs, chacun des points de cette image, au lieu d'être en noir et blanc, c'est une image en couleur, et pour chaque point, la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu va me donner les 3 coordonnées d'orientation spatiale d'un axe qui est la normale de ce point. C'est-à-dire, donc X, Y, Z. Ça va permettre de dire la normale de ce point. Donc on a une face.
la normale du point de cette face, est orientée soit verticalement en Y. Alors en fait, puisqu'on travaille à plat sur des faces, enfin sur des objets polygonaux qui sont représentables à plat, on utilise le XY pour des inclinaisons d'un côté, donc le vertical est là, d'un côté ou de l'autre, et on utilise le Z, donc RGB, le bleu, pour dire si c'est vers ce côté de la face ou vers l'autre côté de la face. Alors, ça commence à devenir un petit peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Alors, prenons par exemple ce plan, donc que j'ai converti en objet éditable. Comme ça, je peux aller en mode d'édition et dans le menu d'options, je peux afficher les normales des faces et les normales des points, les vertex. Ah, j'ai enlevé vertex, mais je voulais mettre les normales des faces et les normales des points. Voilà. Les faces, a priori, le côté externe des faces est tourné dans ce sens-là, vers la droite. Les lignes blanches correspondent aux normales des points. Alors c'est dommage que quand on passe en mode édition de points, les normales ne soient pas affichées. Et qu'elles ne soient pas affichées non plus quand on est en mode édition Age, enfin des côtés. On est obligé de se mettre en mode face pour voir ces orientations. Imaginez que sans avoir à le faire, je puisse faire croire que cette face ou que certains des points contenus sur la surface de cette face sont orientés différemment, comme ci ou comme ça. Vous voyez? Là, ça nous donne un effet. Alors, si j'enlève tout le bazar que l'on n'a pas besoin de voir, voilà. Vous voyez, ça nous donne un petit effet de bosse. Et à vrai dire, c'est une vraie bosse, puisque la géométrie ici, elle est déformée. Alors, je vais faire annuler, annuler, voilà. Je reviens en mode lines, en mode face, voilà. Imaginez qu'avec une image, on puisse dire, hey, pas simplement toi en tant que face, mais ce point-là, il est orienté légèrement différemment. S'il est orienté différemment, il recevra la lumière d'une façon dite différente. D'ailleurs, on voit ici un petit dégradé. Voilà. Alors, imaginez qu'on puisse le faire directement avec une image. Alors, on peut. Hein, c'est ce qu'on appelle le normal mapping. On prend une image qui va être composée de 3 couches rouge, vert, bleu. Le rouge va donner une variation par rapport à la normale de la face. S'il y a un point appartient à une face, ce point, il sait qu'il est orienté comme ça. Et si dans cette image, je lui dis, attends, prends en compte le rouge qui est dans ce truc pour te tourner sur l'axe des X, en positif ou en négatif, prends en compte le canal de vert pour te tourner en positif ou en négatif sur l'axe Y, et prends en compte le canal de bleu pour te tourner éventuellement négativement en Z, puisque là c'est tout orienté en Z positif. X et Y sont nuls, je parle des normales, mais le Z est tourné dans ce sens-là, mais imaginez que j'utilise une image pour dire hey, les Z ils sont dans l'autre sens. Eh bien on peut le faire. Alors on va le faire à la main, même si c'est un petit peu laborieux, c'est très important pour comprendre comment ça marche. Alors là, on va créer une image de normal mapping qui va permettre de déformer, enfin de faire croire à certains endroits de notre surface, si on travaille sur un rectangle, mais ça peut être une sphère, peu importe autre chose, lui dire, enfin on va modifier le vecteur. Mais d'abord, il faut qu'on parte d'un vecteur de base. Donc là, j'ai une image noire qui fait 2048 par 2048. On est en RGB, attendez, je vais peut-être essayer de changer la taille, voilà, comme ça vous voyez toute l'interface. Et on va travailler sur des vecteurs de normal, donc X, Y, Z. Les normales, comme on les a vues dans notre cinéma 4D, elles sont toutes tournées en Z. Bien. Revenons dans Photoshop. Z, ça veut dire quoi? Ah, j'en profite pour répondre, mais je vais lui répondre aussi dans son commentaire que j'ai vu ce matin. J'en profite pour répondre à Christophe au sujet du bump mapping qui me demandait si
si il valait mieux travailler en 8 bits, en 16 bits ou en 32. Tout dépend de la précision dont on a besoin. On peut travailler en 8 bits. Alors quand on dit 8 bits, une image 8 bits, ça veut dire 8 bits par canal. 8 bits, c'est des valeurs de 0 à 255. Donc on a 256 niveaux. Le niveau 0 et le niveau 255. Et quand on dit une image 8 bits, c'est 8 pour le rouge, 8 pour le vert, 8 pour le bleu. Ça fait 8, 8, 8 en fait. Quand on dit une image 16 bits, et là on le voit là en haut, c'est marqué, là je suis en train de travailler sur un fichier RGB 8 dièse, donc c'est enfin 8 bits. Enfin le dièse correspond pas au bit, hein, c'est 8. Le dièse ça veut dire que le fichier n'est pas enregistré je crois, ou qu'il y a eu des modifs qui n'ont pas été enregistrés. Donc là chaque canal rouge, vert, bleu a 8 bits, mais il y a un autre canal qui a 8 bits, c'est le canal alpha éventuellement, si on s'en sert. Donc là c'est 8, 8, 8, 8. Est-ce qu'il vaut mieux travailler en 8, en 16 ou en 32? Alors on peut travailler en 8 si c'est suffisant. On peut effectivement dans Image, c'est là en haut, voilà, Image Mode, travailler en 16 bits par canal, hein, c'est marqué dans le menu, 16 bits par canal. C'est-à-dire que maintenant, le rouge, le vert et le bleu vont être codés sur 16 bits, ce qui donne 65 535 niveaux, de 0 à 65 535 en fait. Ça en fait 65 536 pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, et également pour le canal alpha, si on en a un. Et puis, travailler en 32 bits, c'est très rare, parce que là, les images deviennent vraiment énormes. Alors, si on en a besoin, on peut, mais c'est loin d'être une obligation. Généralement 16, généralement que ce soit sur le bump ou sur les normal mapping, on travaille en 16 bits par canal RGB. Donc maintenant je vais définir une couleur de base. Donc je vais aller dans mon éditeur de couleurs ici, je double-clique. Alors quand on définit un vecteur en utilisant RGB pour X, Y, Z, on peut avoir des X, des Y et des Z qui peuvent être positifs ou négatifs. Ici, quand on utilise simplement, quand on double-clique là sur l'outil de sélection de couleurs, on a le color picker qui apparaît, qui va permettre de sélectionner une couleur ici, hein, et de modifier le rouge, le vert, le bleu. Et ce qui se passe en fait, c'est que si on considère que c'est du X, Y, Z, et ici on a des valeurs qui ne vont que de 0 à 255. Si je mets 258, ici dans le rouge, il n'en veut pas, il me dit non, c'est entre 0 et 255. C'est bizarre, parce que entre 0 et 255, ça veut dire qu'on est en 8 bits. Et pourtant, j'ai bien mis mon fichier en 16 bits. Alors, comment on fait pour modifier ça? Alors, excusez-moi. Imaginez qu'on travaille en 16 bits. Ça veut dire que 255 c'est 1 et 0 c'est 0. Correspondant au rouge, c'est-à-dire à X. Donc, si je mets un X à 0 en fait, je le mets à moins 1. Si je mets 255, je mets le X à plus 1. Et si je le mets à 127, là je le mets au milieu, c'est-à-dire le X il vaut 0. On revient sur l'histoire des 16 bits dans une seconde. Je crée un nouveau calque. Je vais définir juste une zone verticale. Et je vais mettre un dégradé à l'intérieur. Alors j'ai différents types de dégradés, mais moi je veux un dégradé basique en noir et blanc, voilà. Et je vais faire un dégradé comme ça, dans ce sens-là, où... ah, il a fait un dégradé sur des couleurs... attendez, je vais juste remettre ça, je vais annuler ça, on va mettre ça en noir et blanc, et on va faire un dégradé en noir en bas, et blanc en haut. Alors ça s'affiche d'une façon peut-être un peu verdâtre chez vous, ne vous inquiétez pas. Si en bas on a le R, le rouge, qui est à 0, et si en haut on a le R, le rouge, qui est à 255, au milieu, le rouge est à 127.
Donc, si le rouge ici code une coordonnée X en positif ou en négatif, le 0 de cette coordonnée X se trouve au milieu. Elle se trouve là au milieu. En haut c'est 255, au milieu c'est 127 et en bas c'est 0. Et là c'est 257 dans la couleur, mais c'est 0 pour le X. Et là en bas c'est moins 1 et là c'est plus 1. Voilà, bon. J'espère avoir été suffisamment clair à ce sujet parce que c'est un petit peu confus. Alors, d'abord pour pouvoir traiter les couleurs en 16 bits, je crois qu'il faut aller dans le panel qui s'appelle Info ou F8. Et si vous cliquez là sur le petit, dans ce truc qui est apparu là, sur le petit piqueur là, vous pouvez le passer là en bas en 16 bits. Et c'est indiqué, 8 bits ça va de 0 à 255, 16 bits ça va de 0 à 32 000. Oh, tout à l'heure je vous ai dit 65 530, 35, non, c'est de 0 à 32 768, excusez-moi, j'ai utilisé le double. Donc on passe le piqueur en 16 bits, et maintenant si j'édite la couleur là, noire, je double-clique, mon éditeur normalement il est passé en 16 bits. Ce qui fait que je dois pouvoir mettre, non, c'est où? Bon, alors j'aime pas quand je tombe dans ce genre de petits détails qui nous gênent pour suivre le cours des choses. C'est que, bon, ici dans Info, on est bien en RGB 16 bits. Par contre, il dit 16 bits, il code entre 0 et 32 768. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, 16 bits, avec 16 bits, on peut coder jusqu'à 65 535, enfin 536 valeurs. De 0 à 65 535. En fait, il doit se réserver Photoshop, mais d'habitude j'utilise un autre soft. Photoshop doit se réserver un bit pour indiquer si la couleur elle est en 8 bits ou en 16 ou en 32. Bon, le problème c'est que dans le color picker là, les valeurs c'est du 8 bits. On peut rentrer jusqu'à 255. Si j'essaye de mettre 256, il veut pas. Il me dit non. Alors, il travaille en 16 bits, donc il va bien faire les interpolations. Mais bon, j'aurais préféré vous le montrer en 16 bits. Mais allez, on va pas se prendre plus la tête. On va faire comme on a dit, c'est-à-dire que quand on a une valeur, par exemple, rouge, vert, bleu, là, on est 0, 0, 0. En fait, ça veut dire moins 1, moins 1, moins 1. Si je mets 255, 255, 255, c'est un vecteur x, y, z orienté vers 1, 1, 1. Donc, maintenant, on va mettre les vecteurs à 0. C'est-à-dire qu'on va mettre 127, 127, 127. Donc, il n'y a pas d'orientation de vecteur. Les coordonnées x, y, z, là, c'est 0, 0, 0. Donc maintenant, si j'agrandis le vecteur bleu, si je mets 205, 55 en bleu, c'est le z en positif. Ça fait 1 pour le z. Et les autres sont à 0, 0. Puisqu'ils sont pile entre 0 et 255. Voilà. Maintenant, si je remplis mon image avec cette couleur, qui contient du rouge, du vert à moitié, c'est-à-dire entre 0 et 255, et qui contient du bleu là à fond. D'ailleurs, tiens, on voit sur le piqueur là en haut, vous allez voir, si je mets hop la pipette, si je mets la pipette ici, le rouge fait 16 320. Tiens, on va essayer, on va mettre à 128. Je remplis à nouveau, Shift F5, foreground, voilà. Ouais, il travaille en 32 bits, enfin, il travaille en 15 bits en fait. Bon, excusez-moi, allez, on revient sur 127 et 127. Là, on voit que la couleur là en haut, c'est... attendez, je remplis, hop, voilà, 16 320, alors ça devrait être 16 000, ouais, enfin, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et c'est codé sur 15 bits et non pas 16. Bon, en tout cas, dans le bleu, on a 32 768, on est à fond.
Dans le rouge et le vert, XY, on est à moitié, ça veut dire à 0. Donc maintenant, cette image, si je l'exporte, alors je vais la sauvegarder, save. Je vais l'appeler normal 05. Je l'enregistre en Photoshop. Je vais dans mon cinéma 4D. Et maintenant, alors peu importe hein, ce sur quoi on bosse là. Hop, mode objet, je crée un matériau. J'édite le matériau. Et dans le canal de normal, ici, que j'active, je vais enlever la réflectance, ça ne m'intéresse pas. Dans le canal de normal qui est activé, je peux charger ici une texture. Donc je vais faire load image. Et je vais charger l'image que l'on vient de créer qui est normal 5. Hop, est-ce qu'il faut la transférer dans le projet? Non. Et là en haut, il y a la méthode, c'est-à-dire la normale. On va travailler sur la normale, mais on va faire quoi? Eh bien, on va utiliser les valeurs RGB qui sont X, Y, Z en tant que tangente. Tangente par rapport à la face, tangente par rapport à l'objet ou tangente par rapport aux coordonnées. Alors, tangente par rapport aux coordonnées de l'objet ou tangente par rapport aux coordonnées de la scène dans laquelle on travaille. Ici, on va travailler sur les tangentes des faces de notre objet. Donc, on laisse tangente ici. Si on fait, alors, le problème c'est que je dois avoir un nom, c'est bon, j'ai de la lumière des deux côtés, ok. Edit rendering, je me mets en mode moteur de rendu standard, voilà. Donc ici on voit la face de ce côté, on voit la face de l'autre, ok. Maintenant si je reviens sur Photoshop, je crée un nouveau calque. Et je vais utiliser un tout petit peu de rouge. Donc ici, je vais prendre un petit peu de rouge, je vais prendre, je sais pas, juste 20. Donc ça va être une modification d'axe en X. Ici, vert 0, bleu 0, et je vais rajouter, en fait, je vais rajouter avec le pinceau, je vais mettre en opacité donc à 100%, avec un pinceau un peu plus grand. Un pinceau plus grand, voilà. Comme ça. Là, je vais... Oh. Il n'a pas enregistré la couleur. Si, 20. Il y a un tout petit peu de rouge, en fait. Il y a très peu, donc c'est pas beaucoup visible. Je vais mettre 40. Bon. Ici, j'ai mis un petit peu de rouge, en plus. Hein. Mais là, ce rouge que je viens de mettre, il recouvre ce qui est en dessous. Donc, en fait, ici, dans les calques, il va falloir... je suppose que je... alors pas que je multiplie, mais que je mette en overlay. Voilà. Ouais c'est bien ça. J'ai rajouté du R. Et il me semble que c'est en overlay, ou est-ce qu'il faut se mettre en add? Je sais jamais dans les trucs là. On va laisser pour l'instant en overlay. Voilà. Alors, je crois que le mode screen, voilà, le mode screen est un petit peu mieux. Là, je sais pas si vous voyez qu'il y a un petit peu de rouge en plus ici et ici. Alors, j'enregistre mon image, CTRL S, je reviens là dans mon matériau, dans le canal de normal, et je vais recharger l'image. Je pense qu'il faut que je clique ici sur l'image, voilà, et reload. Et ah, on a vu un petit truc là. Alors là, on voit une petite déformation. Si je reviens dans normal, on a la force là, strength. Si je l'augmente, vous voyez, ces deux tâches apparaître. Voilà. C'est une déviation de la normale. Donc si j'applique ce matériau à mon plan, on voit les deux tâches apparaître. Et si on fait un rendu, en fait, on devrait avoir la sensation que c'est une bosse ou un creux, en fait. Mais le travail que j'ai fait, simplement de dire que ces faces-là sont un tout petit peu plus inclinées d'un côté ou de l'autre, ben ça donne ça et c'est pas très représentatif. Donc on va essayer de faire un truc un tout petit peu mieux. Je reviens dans Photoshop, je recrée un nouveau calque
Et là, pour le coup, je vais ajouter un petit peu de vert à un endroit. Donc là, le vert, je vais mettre 40. Et sur ces faces-là, je vais mettre un petit peu de vert. Là, ici. Ce calque, je vais le remettre en screen. Voilà. Et si on a un mélange, donc ici on a le fond bleu, ici il y a un petit peu plus de rouge, et ici il y a un petit peu plus de vert qui est ajouté. Et il y a même des endroits où ça se rejoint. On va enregistrer cette image. Revenir dans Cinema 4D, éditeur de matériaux, normal, dans l'image, recharger notre image. Et là, voilà, on commence à voir l'effet, puisque là, on a des pixels dans nos surfaces, des points de notre surface. Certains sont orientés ici en Z, ceux-là sont orientés en Z, mais tournés un petit peu en Y, en X, excusez-moi. Et là en haut, on a d'autres qui sont tournés en Y à cause du vert. Et au milieu, on en a certains qui sont tournés un petit peu en X et un petit peu en Y. Ce qui nous donne l'impression de ces bosses. Et encore une fois, c'est juste une impression. Ici, on le voit mieux, presque. Voilà, on a plus l'impression voilà, qu'il y a une bosse. Ça marche d'un côté et de l'autre. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de vous montrer, le faire à la main, mais c'est un enfer, quoi. C'est une prise de tête. Alors, ce que l'on vient de faire à la main, déclarer que tel pixel de telle surface a une orientation de sa normale est orientée plus ou moins comme ci ou comme ça, le peindre à la main, c'est juste un enfer. Donc en fait, on ne fait pas ça. Ce que j'ai fait là à la main, en utilisant de la peinture sous Photoshop, c'est pour vous montrer qu'on peut coder des vecteurs dans des pixels d'une image en utilisant leur couleur RGB. Et le rouge allant de 0 à 65 535, le vert et le bleu aussi. Si on considère que le milieu 32 000, combien c'est? Je crois que c'est 32 767, un truc dans le genre, 32 768. Le milieu c'est 0. Au-dessus c'est positif, en dessous c'est négatif. On va pouvoir stocker des vecteurs. Alors là aussi, je pourrais vous le détailler un petit peu. Un vecteur, c'est quoi? On considère, par exemple, si je prends un cylindre orienté ici sur X, un cylindre tout petit là. Voilà. Je vais le déplacer comme ça. Là, c'est le point de référence, c'est 0, 0, 0. Et si ce cylindre représente un vecteur, là, on voit qu'il est tourné vers l'axe rouge, qui est l'axe des X. Donc, ce vecteur a un X, disons, de 1, un Y de 0 et un Z, là-bas au fond, de 0. Maintenant, alors attendez, je vais juste le convertir en objet éditable, comme ça je vais déplacer son... Non. Là, je vais déplacer son axe ici. Voilà. Maintenant, si je tourne ce vecteur un petit peu là-bas vers Z, eh bien, il aura une certaine valeur ici en X, qui sera un petit peu inférieure, parce que quand il est tourné complètement ici, sur cette ligne de la grille, il a un X de 1. Et maintenant, si je tourne ce vecteur vers le Z, ou entre les deux, vous voyez que si je relie là, il n'a plus un X de 1. Il a un X de... Alors ça, on le calcule avec les sinus et les cosinus. Donc il a une certaine valeur de X, et il a une certaine valeur de Z, là, dans la projection. Et plus je vais le tourner vers Z, et plus sa coordonnée en Z, là, de ce point-là, du cylindre, plus sa coordonnée va arriver vers le Z1 qui se trouve là. Voilà, là il a un Z de 1, les autres valeurs sont à 0. Maintenant si je le tourne vers le haut, il a un peu de Z, et il a un peu de Y. Et maintenant si je le tourne carrément comme ça, il a un peu de X, un peu de Z et un peu de Y. Et si je le tourne dans l'autre sens, là, il a un Z et un Y négatif. On voit que par rapport au Y vertical, il descend, donc son Y est négatif. Par rapport au Z qui lui, la ligne bleue là, en positif dans ce sens-là,
vu que le vecteur il part dans ce sens-là, il a un z négatif. Et par contre, il a un x qui est positif puisqu'il part dans ce sens du x. Si je le tourne de l'autre côté, son x devient négatif. S'il est en bas, voilà, son x, son z et son y sont négatifs. Là, il a juste du y, enfin à peu près. Hein. Il a un petit z négatif. Donc, on code dans RGB, dans les images RGB, on code ce vecteur d'orientation, qui est juste une orientation, x, y, z. Alors, le premier truc vraiment qui est super utile à savoir, à comprendre, c'est que quand on utilise une image de bump, alors ici je vais enlever la couleur, non, je vais garder la couleur, mais je vais enlever l'image, je vais remettre le bump, hein, voilà. Quand on utilise une image de bump, pour chaque point, il doit comparer avec les points qui sont à côté pour connaître son vecteur d'inclinaison de la normale du point que je cherche à calculer. De là, on peut découler une image normale. Et figurez-vous que on a un outil pour le faire, ici dans Bump, par exemple. Comment je pourrais vous le montrer? Ce serait plus simple peut-être avec un matériau, avec un node material, avec un matériau de type node. Voilà. J'ai mon matériau qui utilise ici par exemple une normale. Alors je vais pouvoir par exemple charger, oups, j'ai cliqué sur alpha, une image. Attendez, je veux pas vous embrouiller. Je crois que c'est ici pour avoir accès à tous les canaux. Ok. Si je veux une image normale, pour définir la normale, donc add new input, non, je vais le faire autrement. Je vais créer un nœud, on va faire add new node image. Voilà, donc là j'ai une image. Je vais sélectionner une image et je vais prendre l'image que j'avais en niveau de gris, voilà, qui détermine des élévations. Et je vais convertir cette image avec un petit outil de processing qui va trafiquer mon image pour en faire une image qui contient des couleurs d'inclinaison de normale. Bon alors excusez-moi, je suis juste arrivé à faire planter Cinema 4D et mon enregistreur de vidéo, donc là il vient d'y avoir un cut. Ok, on repart sur un matériau de base, on va pas faire avec un node, mais ici dans normal, si au lieu de charger directement l'image qui va déformer mon objet, je prends un normalizer dans Effects, voilà, normalizer. Le normalizer, c'est un outil qui va, si je clique sur normalize, voilà, je charge maintenant mon image. C'est un outil qui va convertir mon image d'élévation en noir et blanc directement. Non, ça plante pas, c'est bon. Voilà. Directement dans cette image bleutée, donc où la majorité des normales sont tournées vers vers la perpendiculaire des faces. Et si je reviens donc un niveau au-dessus, si j'augmente la force, le strength, vous voyez, on voit apparaître, hop, la même déformation. Donc en fait, le normalizer, il peut prendre une image en niveau de gris et fabriquer cette image qui souvent est bleutée et qui contient en fait l'intensité de la déformation de l'angularité, la déformation vectorielle des normales de mes faces. Alors, je vais pas rentrer plus parce que il y a plein de détails. Ici dans Normal, on peut utiliser les tangentes, l'objet, les coordonnées du monde. On va prendre des tangentes des faces sur lesquelles il s'applique. On peut inverser
le rouge, inverser le vert, inverser l'Y et le Z. Bref, ici ce normalizer, il fabrique cette image. Alors on voit très peu de différence, hein, en fait, enfin, c'est même small, medium, huge. Voilà, si je le mets en huge, on voit pas grand chose. Si j'augmente le strength, voilà, on voit apparaître un petit peu ce que serait cette image de normal. Voilà. Alors ça, on peut le bake. Le bake, c'est-à-dire le passer à la cuisson et le récupérer. Bon, mais là, je pense que vous aurez compris qu'en partant d'une image niveau de gris qui donne des élévations, on passe par le normalizer. Le normalizer, lui, construit une autre image que l'on voit là, donc qui correspond au... vous voyez que je revienne ici, normalizer, ok. Est-ce que là... non, normalizer, voilà, ok, bon. Allez, on booste ici en bas. Voilà, cette image qui correspond, alors je vais faire une capture. Hop, 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 et hop, 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 voilà. Il construit cette image où on a des vecteurs de couleur X, Y, Z, rouge, vert, bleu, et il met du rouge et du vert où il en enlève là où il faut pour donner cette impression de transformation, cette impression d'inclinaison des faces, et c'est ce que l'on obtient là. Bon, là c'est super exagéré, hein. Alors là encore, on utilise rarement cette méthode directe, on va dire. Généralement, on fait autre chose. Généralement, on fait la chose suivante. On va faire simple, hein, mais l'objet pourrait être plus compliqué. Je vais prendre, par exemple, un objet relativement simple. Je vais mettre 5 subdivisions. Je vais le convertir en objet éditable. Et je vais éditer cet objet. Je vais le travailler. Par exemple, avec des loop cut. Par exemple, ici, là, là et là. Et maintenant, je vais éditer toutes ces lignes pour avoir des, enfin ces faces ou ces lignes, pour avoir des choses un petit peu spéciales, on va dire. Je vais prendre par exemple cette face, je vais la soulever un petit peu. Je vais prendre ces faces là, pardon, hop, je vais les baisser un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ici? Celle-ci, je vais la soulever un petit peu. Ok. Maintenant, je vais rajouter des lignes, des loops, des boucles. Par exemple, comme ça ici, une là, je vais y arriver, une là. Je vais zoomer un peu, je vais mettre des boucles ici, là. Au final, moi, ce que je cherche, c'est avoir des comment dire, des déformations avec des arêtes légèrement arrondies. C'est ce qu'on appelle du hard surface modeling. Et puis on va terminer par exemple ici, et puis là et là. Alors, admettons que ça soit la pièce finale que je veuille obtenir. Si je mets ça dans un subdiviseur, donc je crée un objet de subdivision, je mets le plan à l'intérieur. Alors je vais juste modifier un paramètre de subdivision, je vais mettre en Open Subdiv Catmull Clark. Et puis dans Edge, je vais mettre Edge and Corners, comme ça je garde les coins. Voilà. Et si je me mets en gros shading, voilà ce que je veux en fait. Alors si c'est ce que je veux et que ça me convient et que je suis sur Cinema 4D, puis j'ai plein de polygones, mais que ça va, j'ai de la mémoire et tout, puis j'ai pas 12 000 objets, c'est ok. Par contre, il y a des contextes, je me remets à l'écran, il y a des contextes, par exemple, dans le jeu vidéo, quand vous avez des scènes de jeux vidéo en 3D avec plein de trucs et tout, et que vous voulez ajouter des détails,
vous avez peut-être pas assez de mémoire dans la carte graphique pour mettre tous les polygones qu'on a là sur un simple objet qui se trouve dans un coin de la pièce dans laquelle se déroule le jeu. Et c'est avec les normales qu'on va tricher en fait. Donc, puisque cet objet contient des faces plus ou moins inclinées, des faces avec des normales différentes, des faces et des points entre les faces, enfin au milieu des faces. Si je zoome ici, voilà, prenons, je sais pas, ce point-là de cette face-là. Voilà. Ici, l'algorithme à travers le shading Phong, il détermine une orientation, donc l'orientation de la face avec un vecteur tridimensionnel. Donc j'ai tous ces détails ici. Eh bien je peux directement exporter à partir de toutes les infos que j'ai là, je peux exporter une image qui va contenir la position de chacun de ces vecteurs normal aux faces. Alors pour le faire, je ne sais pas si je peux le faire directement sur un objet de subdivision. Je pense que je vais créer un current state to object. Je vais créer un double. Je vais effacer les autres. Voilà. Je crée un double qui lui est un objet polygonal éditable. Et maintenant je vais prendre un autre plan qui je suppose fait la même taille. Voilà. On peut le mettre au-dessus, peu importe. Voilà. Je mets au-dessus ce plan. Je vais... alors, je vais juste vérifier. Voilà. Là, on a un plan qui a beaucoup moins de polygones. Je peux même en mettre moins. Je vais mettre 6,6 pour la démonstration. Ce plan, je vais le convertir également en objet éditable. Je vais lui ajouter un matériau. Donc, j'ai cliqué sur le petit plus ici. New Default Material. Je lui crée un matériau. Je vais l'appeler Plane Low. Low comme low poly. C'est-à-dire qu'il a sa définition en nombre de points et de faces, elle est faible. Celui-ci, c'est une copie de celui-ci. Donc, lui, je vais l'appeler plane.high, comme high poly, high definition. Donc je reviens sur mon plane low, là je vais faire un clic droit pour ajouter un tag dans matériaux. Ici on a le bake material, peut-être que ça sort un tout petit peu de l'écran, mais dans material on a le bake material. Donc c'est un tag que l'on ajoute. Et on va pouvoir refabriquer une image de normal avec les coordonnées RGB, enfin avec les couleurs RGB qui servent de vecteur X, Y, Z d'orientation des normales. Et on va pouvoir créer un fichier. Alors je vais indiquer un nom de fichier ici. Alors je vais mettre là, je vais l'appeler bump normal displacement plane.low.01. Donc ça va être un fichier soit PSD, soit JPEG ou autre, suivant la qualité dont on a besoin. Et ici, quand je vais dans les options, ici je vais lui dire je veux les normales. Je veux que tu me calcules les normales. Alors quand j'active normal, vous voyez, il y a un truc qui apparaît là en bas, je vais activer normal, voilà. Il y a une section normals qui apparaît. Si je l'ouvre, il me demande quelle est la source. Alors la source, c'est mon plane high, c'est celui qui est en haute définition. Donc je le glisse là à l'intérieur. Ok. Méthode object. Alors je vais prendre tangente. Vous allez voir ce qui se passe. Je vais mettre en méthode tangente, donc. Et là en bas, alors ça marche pas à tous les coups, mais des fois, si je clique sur preview, vous voyez, il se passe rien. Par contre, puisque dans le tag, j'ai indiqué un nom de fichier, alors j'ai dit 8 bits, tiens, on va se mettre en 16 bits, et la taille de l'image, je vais mettre 2048 par 2048,
pixel border, je vais mettre 0, je veux pas de bord. Et ici dans options, là en bas, je vais cliquer sur Bake. Hop. Et là, on a vraiment un preview de l'image, mais non seulement on a le preview, mais on a l'image enregistrée dans un fichier PSD. Donc si je vais dans Photoshop et que je fais Open, je sais pas pourquoi j'ai pris Open As, mais trié par date, voilà. C'est ce fichier là, plain low 01 normal, PSD. Si je l'ouvre, voilà. Ici, on a directement justement les valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire que prenons la pipette et regardons les nombres qui sont là. Ici, en RGB, on a des valeurs. RG, on a 16 384, qui est une valeur qui se trouve pile entre 0 et 32 768. Donc, le R est considéré en X comme 0, le G est considéré en Y comme 0, puisque la valeur est de 16 384. Et le B, lui, il est à 32 768, il est au maximum des 16 bits, donc il correspond à Z. Ça veut dire que quand je vais appliquer cette image de normale sur un objet, ici, la normale de ce point de la face de l'objet que je suis en train de calculer sera tournée dans ce sens-là, vers Z. Et ici, si j'approche la pipette ici, par exemple là, ce côté qui est incliné vers la gauche apparemment, vous voyez que les valeurs de RGB, là, je vais approcher le truc, les valeurs de RGB, là, R, 7462. Ça veut dire que l'orientation de la normale en X, vu qu'elle est inférieure à la moitié de 32 000, enfin 32 768, c'est une inclinaison négative en X. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans Cinema 4D, ici. Là, grosso modo, hein, j'ai du mal. Le X est en positif ici, mais là, la valeur de la couleur nous dit que le X, il est plutôt par là-bas. Il est négatif. En tout cas. Donc, ici, le X, 7531. L'Y, XY, donc le green, 16 933. 16 000, c'est inférieur à... alors ici, on va jusqu'à 32 000, donc il faut considérer la moitié de 32 000, donc c'est 16 000. Donc ici, le Y, il change pas, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'orientation vraiment... alors, il s'avère que c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens des Z de notre scène, puisqu'on est sur l'Y de notre objet. Bon, ça se complique un peu. Et le B, X, Y, Z, donc le B qui correspond au Z, lui, il est largement au-dessus de la moitié de 16 000, il est à 30 000. Ça veut dire que en Z, et pour le coup c'est la normale de la face, c'est orienté vers le haut. Donc notre face elle est orientée comme ça. Et si on regarde notre scène, de quoi on parle? On parle d'un point d'une face qui se trouve ici, et effectivement elle est orientée, ce point là, il est orienté là-bas. Attendez, je peux prendre ce truc là, voilà. Il est orienté dans ce sens là. Pas dans ce sens-là, et un tout petit peu en X. Alors oui, c'est un petit peu difficile à comprendre. Bon, bref. Notre image, on l'a, elle est fonctionnelle, elle décrit l'orientation des normales, des faces de notre objet. Donc si je reviens dans Cinema 4D et que je reprends un plan très simple, je crée un nouveau matériau 1, je vais dans normal, et dans normal je charge directement l'image, load image, l'image de normal, donc on va les regarder en large icône, comme ça sera plus facile à trouver, c'est celle-ci, voilà, je la charge, est-ce que je veux la copier dans le projet? Non, et hop,
on voit tout de suite ici les déformations. Alors maintenant, si j'applique ce matériau sur mon plan, low, voilà ce qui apparaît. On a toutes les déformations de l'objet qui se trouve là en bas, qui apparaissent en haut. Elles apparaissent en trompe-l'œil. Alors, plus on est perpendiculaire à l'objet, à la face, et plus c'est réaliste, et plus on s'éloigne, et moins ça l'est, puisque notre objet, il est plan. Voilà. Mais si je calcule une image, par exemple, comme ça, alors est-ce qu'on est bien, on va se mettre en standard. Voilà. On a l'apparence que ce plan qui est très simple au-dessus est déformé comme le plan qui est en dessous et qui a servi de base pour générer le normal displacement. Et c'est d'autant plus efficace que l'on est proche, vous voyez, quand on est proche de la perpendiculaire aux faces. Ici on calcule cette image-là, on voit pratiquement la même chose que si j'enlève le plan supérieur et que je calcule le véritable objet High Definition. Lui, il est en haute def. Je le regarde comme ça. Si je mets le basse définition, alors je vais simplement le décaler un attendez, ça, ok, je vais les décaler et les mettre, voilà, je mets juste au-dessus. Quand je les regarde d'en haut là, si j'enlève le low definition, vous voyez que la différence avec le high definition, ben vu de ce côté là, on n'en a pratiquement pas, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas, c'est ce petit décalage là. Si on est un petit peu incliné là, sur le high definition on voit cette inclinaison, sur le low definition on a l'apparence mais il n'y a pas d'inclinaison. Et donc ce système qui utilise des images pour faire croire que certains points des surfaces sont plus ou moins inclinés vers certains angles fonctionne très très bien quand on veut ajouter des détails sur une surface très simple. Par contre, si on veut vraiment avoir des détails sur les côtés, les bords, non, ça ne marche pas. Mais quand vous voulez ajouter des détails, si vous dessinez par exemple une machine, un truc, et qu'au milieu vous avez des détails très complexes ou quoi, vous n'êtes pas obligé de modéliser les détails, vous pouvez les modéliser par ailleurs, exporter l'image haute définition qui correspond aux variations des normales, l'appliquer à votre nouvel objet qui lui a une subdivision qui est très faible, donc le nombre de faces est très faible, le nombre de points est faible, et vous utilisez beaucoup moins de mémoire. Voilà essentiellement à quoi sert le normal mapping, à faire croire qu'un pixel est incliné comme ci, comme ça, alors qu'en fait dans la réalité, dans l'objet 3D physique il l'est pas, mais vous pouvez faire croire au moteur de rendu 3D, que ce soit un moteur offline, c'est-à-dire quand vous faites un calcul avec le moteur standard, physique, Octane, Redshift, Cycles4D, Arnold ou autre, le problème ici ça va être les bords, hein. Les bords, eux, ils vont pas être réellement déformés. Ils peuvent l'être, et ce sera l'objet de la vidéo suivante, sur les displacement maps. Voilà. Alors on en est où là? On en est à 1 heure, comme d'habitude. Ouais, c'est un petit peu long à expliquer, mais bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez appris des choses intéressantes. Comme d'hab, si vous j'aimez, j'aimez. Si vous j'aimez pas, cliquez sur j'aimais pas. Et si vous j'aimez pas, un commentaire qui m'explique qu'est-ce que vous j'aimez pas serait le bienvenu, comme d'habitude. Et je remercie à nouveau Dolores qui m'a beaucoup aidé hier à organiser la façon dont je pouvais présenter ce sujet qui est quand même relativement pas forcément complexe, mais là on rentre dans du niveau assez élevé.
Et je remercie également tous ceux qui postent des commentaires sur mes vidéos, des commentaires intelligents à chaque fois. Je remercie beaucoup ceux qui me remercient, je les remercie en retour. Si je continue de faire tout ça, c'est aussi parce que vous me dites que c'est bien. Donc tant que ça continue à être bien, je vais continuer à le faire. Mais surtout, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que vous aimez pas, je sais que mes vidéos sont un peu longues. Bon, et s'il y a des choses particulièrement que vous aimez pas ou que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on se retrouve tout de suite dans le displacement map, le displacement physique. Là, on va faire bouger vraiment les points des objets de la même façon. Allez, à tout de suite. Ciao.